Vous allez entendre aujourd'hui des plus belles paroles, non, plutôt les plus beaux sonorités, parce que je suis juste au bord de la mer. Il y a des grands navires qui sont juste à la côte. Je suis dans à la fois dans une gare, à la fois dans un port. C'est un grand ensemble complexe du siècle dernier. Vraiment le lieu exceptionnel d'Istanbul, Haydarpaşa Gare. Voilà, et c'est encore un lieu désaffecté, malheureusement. C'est ma chance. Et chaque fois que je vais quelque part, c'est toujours désaffecté. Mais c'est vraiment d'un goût exquis. Une solitude de qualité, juste dans un quartier de jungle du côté asiatique en fait. J'ai de la chance. Il n'y a pas eu beaucoup de gardiens et tout, parce que je suis allé après 5 heures, donc ils sont partis. De toute façon, la gare ne marche pas. Il n'y a pas de train, il n'y a que des trains vides du siècle dernier. Donc, qu'est-ce qu'ils font les fonctionnaires? Je n'ai aucune idée, mais il y avait quelques déménagements. Comme c'est un lieu désaffecté, mais il y a encore des antiquités à l'intérieur, des fauteuils et tout. Et on les vendait en fait aux colporteurs. Et j'ai vu que le seul endroit qui fonctionne, c'est Meyhane. Il y a un restaurant à boire avec les cuisines de poisson. C'était très joli et c'est encore grandi. Et il y a encore plus de tables et ça fonctionne. Ça s'appelle Mythos. Il y a très grec. Et puis, Kommandantur, ce que j'appelle en fait ce grande entrée dans le coin vers le sud-est, c'est comme une porte de commandature de quartier général des SS. C'est une architecture finalement allemande, donc ça me rappelle beaucoup de choses de l'Allemagne, de Berlin. Bon, c'était resté intact, mais c'est très vieilli. Ça passait. Il y a eu un incendie aussi sur le toit. J'ai visité aussi plein d'endroits annexes. Tout était vide. Les bureaux vides, c'était comme s'ils restaient depuis le 19e siècle. Je me demande qu'est-ce qu'ils font en fait. Ils pêchent. Il y a beaucoup de poissons dans la mer, donc ils font quelque chose. Voilà, j'ai retrouvé finalement le calme en fait. En plus, c'est très confortable. Je suis dans un kiosque en plein air, avec une vue sur Sultanahmet, Sainte-Sophie. Bon, 360 degrés de vue, très, très intéressant et très silencieux. Tout est fini. Il y a eu un appel à la raison et tout est assombri avec les couleurs de novembre. En plus, je suis à côté d'un navire et ça me rappelle des choses en fait, parce que ça balance sous l'eau et tout. Et j'avais passé une nuit blanche il y a beaucoup d'années à Salacak, avant de juste cet automne célèbre, avant de partir à Paris, où je ne savais pas que je vais rester très très longtemps, mais c'était une nuit de quand même adieu avec les amis, et on était dans les petites barques la nuit, et un peu on buvait, je ne fumais pas, bon, et c'était très... D'abord, il y avait discussion et puis on se dormait. C'est un grand souvenir pour moi.
Voilà, dans la journée, on allait à la maison pour changer. Et puis la nuit, on venait à Salajak pour vivre, en fait, comme les gens qui n'ont pas de toit, quoi, en fait. On allait dans la journée à la maison et dans la nuit, on était sans toit, ni loi. Bon, et puis je suis tombé dans cet infernal hiver de 1984 à Paris, sous laquelle d'ailleurs Félix Guattari a écrit un livre, l'hiver de 1984. Bon, c'était dur. Aujourd'hui à la maison, je trouvais par hasard les enregistrements que j'ai faits à 2007. Mais c'était un texte qui était écrit beaucoup plus apparemment, je crois, qui s'appelait L'autre cinéma. Donc c'était écrit pour Helena Villakovic. Là, effectivement, j'ai fait beaucoup de confessions. J'essaie de refaire un film sur ça, parce que c'est qu'un enregistrement sonore pour l'instant, et c'est resté, c'est un texte tout d'abord, j'ai envoyé à quelques endroits, mais c'est jamais publié, à ma connaissance, et c'est écrit à Paris, mais en turc. Donc j'aurai un film bientôt en turc. Là, il y a des noms propres que j'évitais, mais il y a des gens qui sont décédés, bien sûr. En fait, notre génération est, bon, devenue vieux. Quelqu'un me dit qu'il ne faut pas dire vieux, mais c'est devenu vin. En turc, il y a une expression, en français, ça n'a aucune signification, de devenir vin. On peut devenir aigre ou vin, vinaigre ou vin, c'est indécidable. Voilà, il y a des bateaux qui passent avec un bruit dans le cadre, mais ça ne me dérange pas pour l'instant. L'air est très clair. Parfois, même au Bosphore, les bruits marins me dérangent quand il y a une pression atmosphérique. Aujourd'hui, c'est clair, il fait froid et c'est clair. Rien ne dérange. Quand on se souvient des morts, comme ça sans raison précise, et on dit ici qu'il nous demande, il demande de grâce. Rahmet istiyor, rahmetli. Donc on le donne pleinement leur grâce. Mais je ne veux pas passer sous silence quand même l'un des premiers anagrammes que j'ai fait sur le nom propre de cet ami décédé. Il s'appelait Ismet Solmaz, et dans mes écrits j'ai utilisé toujours Kısmet Olmaz en faisant un certain renversement des lettres en turc, en fait, ce qui veut dire une sorte de destin impossible. Olmaz kısmet, c'est un destin impossible. Voilà. Après qu'il est décédé, j'ai changé son nom. C'est devenu son nom, devenu un destin impossible. Kısmet olmaz. Alors que son nom de famille c'était Solmaz, c'est-à-dire ce qui ne fane jamais. Faner comme une fleur, ça c'est une fleur immortelle donc. Vous savez, il y a
article, grand texte de Derrida qui s'appelle Façon de faner les tulipes. Il s'agit de l'esthétique kantienne en fait. Kant préfère pas les fleurs vivantes, il préfère les fleurs coupées, la tulipe coupée. Donc en cas d'histoire de cendre et coupée. Bon, on ne va pas encore sombrer dans l'histoire et dans la théorie du deuil qui est énorme chez Derrida et chez moi, mais il faut fleurissement plutôt. C'est que, bon, si je voulais confesser, je voudrais parler quand même des marins maritimes, en fait. Dans ma jeunesse, en fait, j'étais indécis et je ne savais pas quoi faire, choisir quelle direction, comment m'orienter. Bon, j'ai écrivé, comme à l'entrée des grands examens, on choisissait une trentaine d'écoles, quoi. En fait, l'une de ces écoles, dans les bas, quoi, dans les rangs, c'était une école de maritime, civile. Bon, je voulais donc aller au loin, au large, à la largue. Et je lisais Piri Reis, en fait, Kitab Bahriye, le livre des mers. Piri Reis, c'est l'un des entourages de Barbarousse, grand marin historique. Écoutez, plus je me rapproche de cette gare immense sur la façade, ça devient... d'ailleurs, il a l'air gothique, mais ça devient quelque chose comme un château de sorciers. Hein. J'avais écrit déjà, non pas pour la façade, mais le derrière de la gare, en fait, c'est avec plein de railways. Donc, en pleine direction, comme dans toutes les gares, j'ai fait un rapprochement avec les cheveux de Gorgogne. Gorgogne, c'est sidérant. Je disais que Djad de Haïdar Pacha, c'est-à-dire sorcier, avec les cheveux comme les serpents, les trains. Comme des serpents qui vont partout. C'est insensé, comme tous les gares, comme tous les lieux de passage. Mais comme je ne connaissais pas le monde, je tenais responsable. Gare d'Haïdar Pacha symboliquement. C'est un lieu hautement symbolique parce que c'est l'accès presque à Istanbul. C'était ici, en fait, tout le monde venait d'Anatolie, de n'importe quelle province, et quand ils venaient à Istanbul pour s'installer, pour chercher leur chance, alors ce qu'ils voyaient, c'était la porte de sortie en pleine mer immense. C'était ce point précis, le point d'entrée, la porte principale d'Istanbul au XIXe siècle. Comme je célébrais quand même, rendu hommage dans l'un de mes films qui intitulait Inhabitants Around My Home, à ce poète allemand qui n'était pas poète, je crois il était fonctionnaire, une sorte d'architecte qui vivait pendant la construction de gare de Haïdar Pacha, mais après la défaite de la Première Guerre mondiale, la Turquie, les Ottomans et l'Allemagne ont perdu la guerre, et donc il y avait une nouvelle ère.
Et les Allemands, ils devaient partir. Lui, en partant, il a écrit un grand poème sur Haïdar Pacha, sur mon quartier. Alors, c'était un lieu ayrılık çeşmesi d'ailleurs. En fait, il a trouvé le mot juste. Enfin, il y a un coin qui s'appelle le point de séparation, la fontaine de séparation. C'est pas fontaine de naissance, mais fontaine de séparation. Et parce que c'est un point de connexion de plusieurs routes de chemin pour aller à Bagdad, pour aller à la guerre, pour partir. C'est toujours un lieu de partir et arriver. Arrivals, departures, c'est la gare, c'est le point de séparation. Oui, il y a encore une fontaine dans la gare, une fontaine des années 50, enfin, avec 5-6 robinets. Ça fonctionne. C'est rare à Istanbul. Il y avait plein de fontaines, il y avait de l'eau potable partout, ne serait-ce que dans les jardins des mosquées, mais bon, tout est fini. Il n'y a que de petites bouteilles de bêtes en plastique. Pourtant, dans la littérature, à moi, et je ne suis pas très inclin à la narration, au souvenir, j'interdis abruptement, mais en parole vivante, vous voyez, c'est la convivialité, partage de souvenirs, c'est le fontaine donc. Notre sujet, non pas n'importe quelle fontaine, mais fontaine de séparation. Fontaine, on dit fontaine pour les larmes en turc, larmes des yeux. Mon précédent film parlait de l'œil doigté. Donc j'ai regardé ce gars d'un œil doigté. Et j'ai vu au-delà de ce que j'ai vu. Donc, tous les énoncés évoqués. Donc, séparation de ce dispersion de ce petit milieu d'amitié qui se réunissait à Salacak. Au bord du Bosphore, près de Scutari. Donc, voir de l'autre côté Istanbul et rester près de quelque chose n'étant pas en dedans, c'est être dans les marges. Oui, c'est le principal. Donc, séparation fut, comme j'ai écrit en fait dans mon troisième roman, disons, qui s'appelle justement Navire de moi. Donc, cette première, bon, donc je change de nom. Les textes impuissantes peut-être, güdümsüz metinler, mais plus avant son nom c'était les situations historicisées, à une certaine référence à Sartre, situationniste, situation. Deuxième c'est les textes impuissants. Et troisième, donc en partant, j'ai commencé à écrire ici et j'ai développé, fini à Paris. Donc c'est juste au milieu de 1984, c'était Navire de moi. Voilà. Et il parlait, ce texte, explicitement de Salacak, sans nommer le nom peut-être en fait. C'est nuit, une nuit, j'appelle nuit blanche. Dans la poème, mais son nom c'était Voli Gecesi, la nuit de Voli. Voli, apparemment, c'est un mot que j'avais appris dans ma fréquentation avec les pêcheurs
de mer. Donc, c'est volley, c'est une sorte de chasse, une pêche, une technique de pêche, volley, volatiliser en volley. Bon, ce texte est devenu initiatique, bien sûr, avec les lectures, citations parallèles de Piri Reis, Emilia Celebi, donc tous les voyageurs, tous les grands larges. J'ai étudié sérieusement lexique, terminologie maritime, surtout chez les Ottomans. J'avais un grand dictionnaire en 5 langues en même temps pour étaler toute lexique historique de maritime, Sirocco, le nombre de vents, tous les trucs bizarres. Oui, il y a 2 jours que j'ai découvert le film, un petit film, un court-métrage qui s'appelle Sirocco. C'est une vanne, c'est le nom d'une vanne en fait. Comme Lados, comme Imbat d'Izmir. Sirocco. Donc c'est ça, le vent, la poussière, cendre, ça se réunit, ça se disperse. Et ma fontaine de séparation, c'est pas fut, ce n'était pas gare de Haïdar Pacha parce que j'allais en Europe et c'était le lieu de Topkapi, une grande gare, autogare de Topkapi. Là, ce petit milieu d'amis, ils sont venus pour me dire ses adieux et puis la correspondance et puis la suite de cette petite œuvre qui s'appelle Navire de soie, qui était effectivement, le titre était influencé de Navire de fou de Michel Foucault dans l'histoire de la folie. Navire de fou, navire de fou. Flottant sur l'eau, dans les bruyères, envoyés à la large. Imaginez-vous que, tandis que je parle, j'évoque des images, des lieux, des noms, des sensations, affects. Il y a quelqu'un qui travaille au-dessous pour chercher des images correspondant les lieux, les noms propres, etc. En fait, imaginez qu'il y a 2 personnes, l'un parle, l'autre travaille pour l'imagination cinématographique. Alors, et donc il dit que non, ne parle pas de ça parce que je n'ai pas d'image de cela, etc. Et l'autre, il continue à parler sans se soucier des images. Moi, je raconte comme ça linéairement, peut-être, mais à l'époque, il y avait une production poétique très vivante, et les poètes se retorquaient avec leurs petits recueils de poèmes. Donc, on parlait en symbolique. À l'époque, je ne connaissais pas anagramme. C'était pas une poésie symbolique, mais le symbole, signe, était dans un développement extrême. Je me dis qu'en fait, il s'agit d'une phrase interrompue. Là, cette production peut-être continue, mais c'est devenu inaudible et sans enchaînement. Et c'est très important, enchaînement des phrases, des vers. Enchaînement présuppose une sorte de discontinuité des parties, des fragments, des personnalités, des métaphores différentes qui évoquent ou renvoient l'une à l'autre. Donc, ces vers, les vers sont perdus. Et peut-être gardés aussi, et comme les phrases coupées.
découper, arrêter. Et il y a une temporalité intempestive qui est entre les vers, entre les phrases des poètes qui l'un répondait poétiquement à l'autre et le temps de saisir et répondre c'était étourdissant. Et maintenant il y a eu des événements extra poétiques, autrement peut-être poétiques, et ces phrases sont découpées comme toujours, mais peut-être seulement dans un moment intense d'individu, d'un jeune poète qui ces phrases intempestives, c'est-à-dire de tous les âges, les citations de tous les âges, Goethe, Novalis, etc., Nakamadi, se communiquent toujours restant inaudible, c'est-à-dire sans destinataire, sans réception précise, mais c'est le sort, le destin de la poésie, dû par le poétique, Dichtung, Dichten. Voilà, l'axe principal n'est pas perdu, à mon avis. La temporalité intempestive qui fait des coupures énormes, des abîmes, des vides, ça ne se compte pas dans la phrase anagrammatique universelle. C'est pour ça que Aragon, Nazım Hikmet et tout, en fait, tout ça, ils se communiquaient d'une certaine façon. Mais comment cette universalité des lettres, comment s'instituer? Le centre n'était pas Istanbul, mais il n'y a aucun centre pour la poésie, il n'y a aucun centre pour la création. Je n'aime pas d'ailleurs le mot création. Piété, c'est mieux. Piété de la pensée. Frömmlichkeit, Denkens, Frömmlichkeit. C'est plus éclairant. Fidélité de la pensée, être en avant-garde, garder les horizons, tout n'ayant pas ce garde contenu. C'est ça la logique de la poésie. Philippe Solers a écrit un livre qui s'appelle Logique en pluriel. Oui, c'est très estimable, très. On cherchait une logique, une science des lettres qu'on n'a pas encore trouvée. Peut-être que c'est une alternative à la science exacte Husserl phénoménologie, parce qu'il y avait une autre approche sur laquelle je suis encore, comme dans une route de railway qui n'est pas encore achevée. Entrecoupé, s'entrecoupé, coupure, fleurs, cendres, diversité, contemplation, spectacle, entendre, donner la parole, garder, fleurs, dessécher, tulipes, couper. Bien évidemment, je ne coupe pas les tulipes. Je garde les petites, les racines, comme une sorte d'œuf. J'ai commencé à écrire en étant bon botaniste, je dirais. Oui, il faut connaître non pas l'arbre seulement, parce que quand on est jeune, on se contente de petites plantes, mais quand on découvre des racines, des plantes avec de grosses racines,
qui hivernent, et ils disparaissent, mais leurs racines restent. C'est ça, ça devrait être ça le rhizome aussi. Et leurs racines, là, la vie continue. C'est une sorte tic heideggerienne, n'est-ce pas? En fait, ça, c'est de l'autre de l'animal. Tic, une racine, comme potatoes, n'est-ce pas? Patate, et c'est l'essentiel, en fait. Et quand un jeune est sensible à ce qui est disparu, mais qui se conserve comme racine d'une plante, donc il devient botaniste, donc tout commence là. Parce qu'il accepte la disparition et il attend la réapparition, le printemps. Tout n'est pas fini et il ne vit plus dans le présent. Il est devenu l'agriculteur, donc premier homme. Et les autres forgent, ils sont des forgerons, ils sont des artistes plastiques. Ils ont une autre tact, ils ont un œil doigté, ils travaillent avec leurs mains. Et Deleuze aime beaucoup cette image tactile. Oui, ça existe, une image tactile, comme si on touchait. C'est pas de l'ordre de toucher, mais c'est entrer dans l'ordre de toucher. Touchable, intouchable, c'est toujours la peinture, toujours la surface plastique, terre cuite, etc. J'ai tellement couru derrière des terres cuites pour trouver non pas l'inscription byzantine dans le sous-sol d'Istanbul, mais une petite empreinte de main byzantin ou autre, c'est-à-dire un main d'homme qui a modulé cette terre cuite ou cuit, une terre qui s'est cuite. Un morceau de terre qui a permis de se faire cuite. C'est ça. La pensée commence comme ça. Un agriculteur ou un forgeron ou un chaman, pourquoi pas, poursuivre triptyque de Mézil. Un chaman, c'est plutôt les poètes, peut-être, non? Ben, il ne faut jamais oublier poésie arabe, lyrique, et il ne faut jamais oublier poésie ou hymne judaïque, qui est remarqué par Hegel, n'est-ce pas? Dans son esthétique, il est en partie réservé à cette hymne ou chant judaïque. Mais on tombe bizarrement ou inquiétamment dans le même trou en parlant de triptyque de Dumézil, en fait. L'agriculteur de forgeron, c'est deux autres niveaux de la même chose. Donc on n'a pas achevé le triptyque. Chaman, poète, philosophe ou le religieux, c'est une autre sphère. Mais troisième, dont on n'a pas parlé, c'est le guerrier, machine de guerre. Alors là, mes enfants, il faut savoir sortir de la biographie, autobiographie, même de fiction dirigée d'une manière indéterminée de l'autobiographie. Mais quand on dit fiction, ce n'est plus d'autobiographie. Et ça, quand ça se dirige, ça devient autre chose, peut-être de la philosophie ou en sciences humaines, etc. Il faut déplacer les lieux et les questions
pour voir plus clairement. Ce que je veux dire, en fait, tout le monde est agriculteur, tout le monde est botaniste, peut-être forgeron ou bric-brac, ils fabriquent, etc. Et les autres, qu'est-ce qu'ils font? Un troisième groupe, guerrois. Qu'est-ce que ça veut dire, guerrois? Chacun de nous, peut-être il combat, etc. Par exemple, la vérité chez Alain Badiou. Alors, le mot vérité, le concept philosophique de vérité, peut-être vieilli, etc. Pour moi, dans cette optique, ça devrait être un symbole. Il faut dire comme Jacques Derrida, ce qu'ils entendent quand on dit la vérité. Je n'ai pas dit la vérité, mais ce qu'ils entendent quand on dit la vérité. Pourquoi l'homme a besoin de la vérité? Il vit, il mange, il travaille, etc. La vérité, c'est quoi? Ce qui n'est pas caché. Bon, c'est un très très bas niveau de compréhension de la vérité. Donc on projette la vérité en ailleurs, derrière les choses, au-delà, au-dessous, etc. Il y a une question de vérité qui est intimement liée à l'infini, ou bien du point de vue de l'infini. La vérité, ce n'est jamais fini. C'est de l'ordre de l'infini. Donc c'est complètement philosophique. Rien à voir avec le langage courant, sauf remplacé, substitué par le discours religieux quotidien. Bon. Guéroua, ça reste un problème en fait. Et je sens que quand Alain Badiou dit la vérité, participer, prendre part, entrer dans le processus de la vérité, anciennement, il signifiait la partie communiste, à préférence française, mais n'importe quel parti communiste. Donc, sa métonymie marche bien et change de sens maintenant. Ça devient plus dénudé. Et il n'y a plus de parti, il n'a pas plus de parti dans ses livres. Et il a la vérité. Et c'est devenu encore métaphysique. Et c'est très utile parce que c'est universel. Entrer dans un processus universel, si c'est possible. Chaque poète entre en écrivant un deuxième dans le processus d'universalisation. Donc c'est en saluant la mémoire des amis, en les évoquant que ça commence ou recommence un milieu d'amitié, les liens se serrent, il y a un milieu, une certaine communauté qui se construit, même imaginaire, même virtuelle. Ça n'a aucune importance. Tant qu'il y a une communauté à venir, future, après discontinuité, segmentarité et toute l'intempestivité, tout marche. Tout est traductible, tout est transmissible, etc. Même les anagrammes de Mallarmé, qui est devenu la tâche de chaque philosophe contemporain, au moins français, en fait, Alain Badiou, il ressort de Mallarmé, et Derrida aussi, et Solers aussi, et les autres, peut-être. Et j'ai frémi quand j'entends ce poème de coup de deux. Un coup de deux. Jamais n'abolira le hasard. Dernièrement, j'ai vu dans le film de Juliette Straub, j'ai frémi. Ce sont des vers que j'ai tant travaillé, j'ai compris la moitié, et j'ai vu que c'était prononçable, et c'était orchestrable, c'est-à-dire il peut y avoir une mise en scène très sobre,
Et ils ont réussi. Huillet et Straub ont réussi dans les années 68, donc dans ce petit film qui s'appelle La Révolution est un coup de dé, c'est réussi. Donc, ce qui est important, c'est la révolution, la partie, évolution, tout est important comme séquence, surtout la partie. Et la vérité, un concept métaphysique, c'est pas une séquence, mais le mot vérité, concept déterminé de vérité, c'est une séquence. Donc, il ne s'agit pas de la vérité. Il s'agit de l'histoire du processus, entrer, faire partie, une détermination. Donc, il y a plein de concepts annexes qui entrent là-dedans. Et il est de mort. Et entrer dans le processus veut dire qu'on va sortir de ce processus. C'est-à-dire que la vérité n'est pas nous, et n'est pas ici, mais il peut y être un peu ici, mais la vérité est dans le bout de l'histoire, dans le futur, en ailleurs. Donc, ça va, idéalisme régulé. Je n'objecte pas, mais il ne faut pas... bon, on ondule comme dans la mer, dans le navire, on est dans le naufrage. Il y a Commune de Paris aussi, il y a Gezi d'Istanbul aussi. Il y a tout, on garde la mémoire. Et on se demande qui a écrit ça, après quoi, comme Kristeva, n'est-ce pas, ce livre monumental, Révolution du langage poétique.